en ce moment, sur les marchés en général, c'est un petit peu étrange. On a Bitcoin qui stagne malgré un retour des investisseurs sur les ETF et puis le S&P 500 qui explose de nouveaux records, tandis que le pétrole, lui, de son côté, se maintient à des niveaux particulièrement élevés. Et ce qui n'est pas vraiment bon signe pour l'économie. Mais au-delà de ça, au-delà du pétrole, du prix du pétrole, c'est cette opposition qui se crée. Toutes ces datas, tous ces marchés qui finalement ne vont pas dans le même sens. Alors est-ce qu'il s'agit d'un retour progressif à la normale après une période agitée, plutôt très agitée, et ce retour, chacun le fait à son rythme, ou est-ce qu'il faut prendre ça, cette situation-là comme un avertissement? On va analyser tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. On va revenir sur cette semaine, finalement assez particulière. Il y a pas mal de choses très intéressantes à analyser, à commencer par le début de semaine et Trump qui a annoncé un nouvel ultimatum qu'il a finalement repoussé pour une durée indéterminée. 9 minutes après la fermeture des marchés boursiers américains mardi soir, et alors que les marchés ont clôturé en nette baisse ce jour-là, Trump a envoyé ceci sous Truth Social, le réseau social qui appartient à la famille Trump et qui dit que la vérité, comme son nom l'indique. Compte tenu de la profonde division qui règne au sein du gouvernement iranien, ce qui n'est guère surprenant, et à la demande du maréchal Hassim Munir et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il nous a été demandé de suspendre notre attaque contre l'Iran jusqu'à ce que ses dirigeants et représentants présentent une opposition unifiée. J'ai donc ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus et de rester à tous égards prêts et opérationnels. Par conséquent, le cessez-le-feu est prolongé jusqu'à la soumission de leurs propositions et la conclusion des discussions, quelle qu'en soit la voie. Alors les conséquences de cette nouvelle situation, de cette prolongation du cessez-le-feu, c'est tout d'abord un conflit qui s'enlise. Et ça, on peut le voir sur le pétrole. Le pétrole qui est de nouveau en hausse et qui semble se stabiliser un petit peu en dessous des 100 $. Ce qui est plutôt donc synonyme de tension. Le Détroit reste lui de son côté toujours fermé. Mais étrangement, ou presque étrangement, le marché boursier américain se porte plutôt bien. Le S&P 500 a clôturé son vendredi en hausse de 0,8% à 7165 points. Et pour le Nasdaq, c'est aussi le cas. Mais pour le Dow Jones, de son côté, c'est une semaine en légère baisse. Alors d'un côté, ce pétrole qui augmente, les marchés américains qui sont quelque peu dans le désordre, forcément, ça interpelle. Et la réponse, elle est plutôt simple. Depuis des lustres maintenant, le marché boursier américain n'est quasiment uniquement porté que par les valeurs de la tech, liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Parmi les 7 magnifiques qui représentent la majorité de la capitalisation boursière du S&P 500, donc Nvidia, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Google et Apple, il n'y a que Apple qui est en baisse ce vendredi à la clôture. Mais pour Apple, c'est simplement parce qu'il change de CEO. Tim Cook, qui était à la tête de la marque à la pomme depuis 2011, ça fait 15 ans tout de même, donc Tim Cook cède son poste à John Ternus à partir du 1er septembre. Forcément, pour une boîte comme ça secoue un petit peu le marché. Mais bref, les valeurs de la tech IA sont donc en forte hausse. Si on regarde Intel, c'est plus 108% sur 6 mois. On est passé de 40 $ à plus de 82 $. Et pour Nvidia, après une baisse passagère, ce sont de nouveau plus hauts, au-dessus des 208 $. Alors forcément, tout ça, ça pousse le S&P 500 qui reprend les boîtes tech, qui reprend les plus grosses capitalisations. Le Nasdaq aussi, mais pas ce bon vieux Dow Jones. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce qu'on s'approche de plus en plus d'une bulle de l'intelligence artificielle. On l'a vu dans une précédente vidéo, il suffit de coller une étiquette IA sur le nom de sa boîte pour faire décoller l'action, exactement comme avec le .com en 2000. Au passage, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Sylvain et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. Ici, on parle de macroéconomie, de géopolitique et de crypto-monnaie. Alors si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche des notifications. Et surtout à nous donner de la force en likant cette vidéo, en cliquant sur le pouce. Alors ici, on le voit clairement, le S&P 500 en rouge qui dépasse son dernier plus haut du 10 février, tandis que le Dow Jones peine clairement à franchir cette zone, peine clairement à établir de nouveaux records. En résumé, les big tech tirent le marché vers le haut, la hausse est concentrée sur quelques mastodontes, et quand la liquidité se concentre comme ça sur les leaders, c'est jamais bon signe. Le marché devient fragile et une correction des big tech entraînerait alors probablement l'ensemble du marché boursier. Alors je dis pas que ça va arriver demain, mais on a beaucoup de signes qui nous confirment qu'on va droit vers une crise boursière de l'intelligence artificielle. Pour le moment, personne ne saura dire exactement quand. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Pour ce genre de crise, pour ce genre d'explosion de bulles, il est quasiment impossible de donner une date précise. Tant qu'il y aura de la spéculation, tant qu'il y aura des spéculateurs, des acheteurs, le marché continuera de porter l'ensemble du secteur. Et comme on le dit souvent, le marché peut rester beaucoup plus longtemps irrationnel que ce que toi,
tu peux être solvable. Donc, prudence. Gardons dans un coin de la tête qu'on a tout de même les premiers signes et qu'en général, eh bien, ces signes-là ne trompent pas. Alors, si on en revient un petit peu du côté du conflit au Moyen-Orient, avant de parler de Bitcoin, avant de parler crypto, on s'aperçoit que le conflit semble s'enliser quelque peu. Les Américains bloquent le détroit et exigent la reprise des négociations et de leur côté, les Iraniens affirment qu'ils ne reprendront pas les pourparlers tant que les Américains continueront de bloquer le détroit. Statu quo, donc la situation semble parfaitement bloquée. Mais il y a tout de même un point important. Je ne sais pas si on peut appeler ça une avancée, disons plutôt une manœuvre, une nouvelle manœuvre de la part de la Maison-Blanche qui mérite une attention particulière. Disons que Donald Trump essaye maintenant de trouver des responsables à son échec au Moyen-Orient. La Maison-Blanche aurait établi une liste des pays de l'OTAN classés en bons et mauvais afin de sanctionner les alliés qui ont refusé de soutenir la guerre contre l'Iran. La liste classe les membres de l'OTAN en fonction de leur contribution lors de l'opération Epic Fury. Selon Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, les alliés modèles tels que Israël, les Pays-Baltes, l'Allemagne ou encore la Roumanie bénéficieront d'un traitement de faveur, tandis que l'Espagne, le Royaume-Uni et la France sont tombés en disgrâce après avoir tergiversé ou rejeté les demandes américaines. Les options envisagées pour punir ces fameux pays vont du retrait des troupes à l'annulation des exercices conjoints en passant par la suspension des ventes d'armes. De son côté, l'OTAN n'a pour le moment fait aucun commentaire. Ici aussi, il semblerait que Trump continue d'épuiser tout le monde. Il ne faut tout de même pas ignorer que ça pourrait cacher quelque chose d'un petit peu plus important. N'oublions pas que Trump a toujours dans la ligne de mire le Groenland, qui est un territoire danois, le Danemark étant membre de l'OTAN. Il ne peut donc pas annexer, envahir ou attaquer un des pays membres de l'OTAN. Alors est-ce que c'est la finalité de cette manœuvre? À ce stade, difficile à dire. Quoi qu'il en soit, il a clairement une dent contre l'OTAN. Et ça, depuis un moment, il le fait savoir. Maintenant, est-ce que les pays membres l'entendent ou est-ce qu'ils font la sourde oreille? Ça, c'est un autre débat. Mais ces tensions internationales ne sont jamais vraiment bon signe et il se pourrait qu'ils prennent des mesures économiques contre les pays classés mauvais. Et puis globalement, la semaine a été animée par les multiples ouvertures et fermetures du détroit d'Ormuz, par les reprises des négociations qui se sont aussi retrouvées annulées, par les multiples déclarations de chaque côté pour qu'au final on s'aperçoive que l'actualité au Moyen-Orient ne pèse plus vraiment aujourd'hui sur les marchés. Malgré la hausse récente de certaines valeurs, on sent un épuisement global, un besoin de souffler après une période particulièrement agitée. Les investisseurs n'y croient plus ou alors semblent, comme je te le disais, particulièrement épuisés. Dans tous les cas, Trump n'arrive plus à relancer la machine avec sa communication. Ses tweets, ses discours ont un impact de plus en plus limité. Le marché est épuisé, les investisseurs sont épuisés. Et puis, le marché prend en compte que la situation n'est pas claire et que Trump pourrait une nouvelle fois changer d'avis. Certains sont même en train de se demander si l'euphorie de ces derniers jours n'est pas un petit peu beaucoup anticipée. Dans tous les cas, comme je te le disais, cette euphorie est surtout concentrée sur quelques valeurs, sur le secteur de l'IA, et ça, c'est pas bon signe. Il va falloir donc rester prudent encore un peu, d'autant plus que la semaine prochaine, mercredi 29 avril, nous aurons le dernier FOMC de Jérôme Powell. Après ça, le directeur de la Banque centrale américaine ne sera plus président de la Fed. Le même jour, on aura une nouvelle publication concernant les taux d'intérêt. Ils devraient rester inchangés, donc pas vraiment d'intérêt de ce côté-là. Ce que les investisseurs vont scruter, ce sera certainement le discours de Jérôme Powell, comme toujours, discours qui aura lieu dans la foulée de la publication des taux d'intérêt. Mais comme je te le disais, il s'en va bientôt le 15 mai, donc ici aussi peut-être un impact limité. En revanche, celui qui est pressenti comme son successeur s'est présenté devant le Sénat cette semaine et son profil, sa prise de position sont totalement différents de Jérôme Powell et nul doute que ça, ça va avoir un impact certain sur les marchés. Lors de son audition au Sénat, en vue d'une éventuelle succession de Jérôme Powell à la tête de la Fed, Kevin Warsh n'a pas présenté un plan classique de baisse des taux. Au contraire, il propose une refonte plus profonde de la politique monétaire. Selon lui, la Fed a perdu en crédibilité ces dernières années, notamment parce que l'inflation n'est pas un accident, mais plutôt un choix. Une direction que Wall Street n'attendait pas vraiment. Warsh prévoit un changement de régime à la Fed, une nouvelle méthodologie pour mesurer l'inflation, moins de communication, plus de distance avec les modèles de consensus académique avec lesquels Powell a opéré pendant 8 ans. Concrètement, il considère que l'inflation récente, post-Covid, est en partie liée aux politiques bien trop accommodantes. La Fed a mal anticipé la hausse des prix, notamment en 2021 et 2022, un point qui aujourd'hui est difficilement contestable. Selon Warsh, la Fed s'est dispersée, sortant de son cadre principal autour de l'emploi, de l'inflation et plus globalement de la politique économique interne aux États-Unis.
Là où beaucoup attendaient donc quelques réponses à propos de la politique en matière de baisse des taux, eh bien Warsh a marqué une rupture majeure. Il a critiqué fortement la forward guidance, le fait de guider les marchés à l'avance. Selon lui, trop de communication entraîne une perte de flexibilité dans les mesures qui doivent être prises. Les marchés deviennent dépendants de la Fed et chaque mot du banquier central devient alors un outil de trading. Ça, je pense que tu t'en es aperçu. Sur ces derniers mois, à chaque fois que Jérôme Powell a pris la parole, on a eu de la volatilité sur les marchés. Il milite donc pour une Fed plus discrète, moins prévisible, mais nettement plus crédible. C'est une rupture importante avec l'ère de Jérôme Powell où la communication était devenue centrale. Le vrai cœur de sa stratégie, de la stratégie de Warsh, réside dans le bilan de la Fed. Depuis la crise de 2008 et depuis le Covid, la Fed a massivement acheté des actifs, ce que l'on appelle le QE, le quantitative easing, ce qui a gonflé son bilan à des niveaux records, 9 000 milliards au pic en 2022. Et aujourd'hui, Warsh considère qu'un bilan trop gros déforme les marchés, qu'il favorise certains acteurs plus que d'autres et que tout ça rend la politique monétaire moins lisible. Il envisage donc de réduire fortement le bilan de la Fed pour rééquilibrer les marchés. Une politique restrictive, une réduction du bilan, un quantitative tightening, c'est pas une super bonne nouvelle pour les marchés à risque. Mais d'après Warsh, ça permettrait potentiellement d'avoir des taux plus bas sans pour autant avoir à relancer l'inflation. En fait, c'est une vision totalement différente de Jérôme Powell. Aujourd'hui, la Fed agit surtout via les taux. Demain, avec Warsh, si c'est lui qui est élu, eh bien la Fed devra agir via les conditions financières globales. Alors au final, si cette approche est appliquée, si Warsh est élu à la tête de la Fed, eh bien ça signifie moins d'intervention, donc des marchés nettement plus libres, mais aussi davantage de volatilité, ce qui diminue quelque part la marge de sécurité de la Fed. Fini le filet de sécurité. Quelque part, il ne va pas falloir se louper. Alors, notre point intéressant, mais qu'il faut comprendre dans son ensemble. Warsh a lâché hier en passant une phrase que personne n'a commentée en dehors de l'univers crypto. Selon lui, la crypto est une partie du système financier américain. Warsh serait donc crypto favorable. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il va pousser le Tao, le Solana ou encore l'Ethereum. Même pour Bitcoin, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Quelque part, ce qui l'intéresse vraiment dans la crypto, ce sont les stablecoins, l'USDT, l'USDC ou encore l'USD1. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour chaque dollar crypto en circulation, il y a une contrepartie pour la Banque fédérale américaine. Un dollar USDT ou USDC égale un bon du trésor américain de l'autre côté, en quelque sorte, pour faire simple. Et ça, eh bien, ça permet de faire tourner la planche à billets exactement comme depuis la naissance du billet vert. Sauf qu'ici, c'est juste le support qui change. On est sur un support numérique en utilisant des stablecoins estampillés dollars américains. L'ensemble des acteurs de l'écosystème crypto soutient quelque part indirectement l'économie américaine. Et ça, c'est dans la loi crypto qui a été ratifiée par Trump l'année dernière, le fameux Genius Act. Alors quand j'entends aujourd'hui dire que Warsh est favorable à la crypto, donc le marché crypto va exploser, je préfère rester prudent. D'autant plus que par rapport à ce qu'on vient de dire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les marchés, c'est bel et bien la santé économique des États-Unis. L'inflation, le chômage, la dette, pas la valeur d'un altcoin random. Alors faut pas se tromper, c'est pas tout à fait la même chose, parce que l'univers crypto reste relativement vaste. Et puis alors à la 90e minute de son audience, précisément, John Kennedy a posé la question que tout le monde attendait. Serez-vous la marionnette de Trump? Sa réponse a été claire. En tant que président de la Fed, je serai un acteur indépendant. Le président ne m'a jamais obligé à prendre une décision sur les taux, pas une seule fois. Bon, affaire à suivre. C'est quand même Trump qui a choisi Warsh et le Sénat qui devrait maintenant valider sa candidature. 2 heures plus tard, Elizabeth Warren insiste un petit peu. Elle demande est-ce que Donald Trump a perdu en 2020. Warsh esquive d'abord la question 2 ou 3 fois, puis il répond finalement gardons la politique en dehors de la politique monétaire. On peut dire que lors de cette audience, il a été quelque peu secoué, mais il semble tenir à son indépendance de la politique et des marchés financiers. En résumé, Warsh ne veut pas être un banquier central accommodant qui sauve les marchés à court terme. Il veut restaurer la crédibilité de la Fed, réduire son influence directe sur les marchés financiers et revenir à une logique plus disciplinée. Donc à la question de savoir, dans le cas où il serait élu, si la Fed envisagerait de baisser les taux, la réponse devrait être mathématique. Si les chiffres vont dans ce sens-là, ce sera le cas. Mais si c'est pour doper le marché, alors très certainement que ce ne sera pas du tout le cas. Polymarket évalue maintenant à 86% la chance que la candidature de Warsh soit confirmée d'ici le 15 mai. Le seul point bloquant était l'enquête du ministère de la Justice contre Jérôme Powell qui aurait retardé sa sortie, mais celle-ci a été retirée cette semaine. Donc Kevin Warsh semble avoir la route toute tracée. Alors il est encore trop tôt pour dire si les marchés ont déjà pricé l'arrivée de Warsh, mais dans tous les cas, c'est pas vraiment le candidat idéal pour les marchés boursiers et les marchés crypto à court terme.
Rien que le changement de politique monétaire pourrait peser sur les marchés. Un changement de rythme demande forcément un temps de réadaptation. C'est jusque-là parfaitement logique. Donc les investisseurs pourraient coffrer quelques liquidités en attendant de voir quelle est la véritable orientation de Kevin Warsh. Et puis autre chose, on vient juste d'en parler, sa politique de quantitative tightening réduit donc la liquidité sur les marchés. Il va imposer des conditions de travail, des conditions financières plus strictes, moins accommodantes pour les marchés. Donc très certainement que tout ça devrait peser sur les marchés financiers de manière globale. Cependant, à court terme, on aura certainement un marché plus sain, moins réactif aux effets d'annonce, et ça, c'est une très bonne chose. Espérons qu'il aille au bout de ses objectifs. Les amis, avant de passer sur la dernière partie de la vidéo, un peu de soutien, pensez à liker en cliquant sur le pouce, abonnez-vous en cliquant par ici, donnez-nous de la force. Ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo, 2-3 jours, j'ai coupé un tout petit peu. J'en avais besoin, on essaye d'être là quasiment tous les jours pour vous informer de ce qui se passe ici sur YouTube, sur le canal Telegram, dans la newsletter aussi qui sortira demain. Allez vous inscrire, c'est gratuit, le lien est aussi dans la description, le lien vers la newsletter mais aussi le lien vers le canal Telegram. Tout est gratuit aussi. Bref, merci à vous de nous soutenir, de vous voir de plus en plus nombreux. Ça fait énormément plaisir. Alors, on vient d'aligner une troisième semaine d'inflow positif sur les ETF Bitcoin. 823 millions. C'est pas foufou, mais ça se note. C'est une bonne chose. Ça peut aussi s'expliquer par le lancement la semaine dernière de l'ETF Goldman Sachs, qui est la plus grande banque aux États-Unis, donc la possibilité de toucher un public plus large, ce qui aurait pu influencer sur les arrivées sur les ETF Bitcoin. Pourtant, on ne sent pas un engouement spécial sur Bitcoin. On a comblé le gap CME de ce week-end, ce qui est une bonne chose. Il reste donc à combler au nord ce gap du 31 janvier 1er février, ces gaps qui agissent comme un aimant pour le cours du Bitcoin, et le marché n'aime pas laisser des trous vides comme ça. On est allé le titiller ce gap et puis on s'est retourné. On note aussi qu'on a un gap qui date du 4-5 avril et qui se situe au sud. Alors malgré les inflows positifs sur les ETF Bitcoin, on s'aperçoit que la tendance n'est toujours pas suffisamment claire et qu'un retour sur les 60 000 $ reste tout à fait possible. Cette zone des 80 000 $ semble très difficile à franchir à l'heure actuelle. Alors le marché semble vouloir respirer, seulement il n'évolue pas tout à fait dans le même sens, ou du moins pas avec la même force. Côté géopolitique, on reste dans une zone d'incertitude totale. On sait que Trump peut tout faire basculer d'une minute à l'autre. Le pétrole reste élevé, ce qui devrait peser sur l'inflation à moyen terme. Bitcoin a du mal à confirmer sa hausse récente. Le Dow Jones n'est pas vraiment à la fête. Et la Fed va changer de président dans les prochaines semaines. Le marché envoie des signaux, mais ils ne vont pas tous dans le même sens. Peut-être que tout va rentrer dans l'ordre avec le temps d'ici quelques semaines, mais peut-être aussi que certains sont en train de voir venir quelque chose de pas très bon pour la suite. Les amis, on reste connectés, on like la vidéo, on soutient la chaîne, on vous en remercie. On pense aussi à s'abonner par ici, activer la petite cloche, comme ça on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!